Bien. Mes chers collègues, je vous propose. Oui. Mes chers collègues, je vous propose, s'il vous plaît, de commencer, parce que je voudrais éviter que tout le monde soit frustré, parce que le ministre doit vraiment partir pour 10h45. Donc, et il y a énormément de questions. Donc, je vous demanderai d'être assez concis dans vos questions. Si c'est des questions très locales, je vous propose de plutôt faire un petit mail au ministre pour effectivement qu'il vous réponde sur ce sujet. Donc, moi, je vais être aussi très rapide. Je ne vais pas reprendre tout. Je vais simplement dire que je suis très heureux d'accueillir le ministre Tabarot et que je souhaite simplement lui poser une question. Savez-vous à quelle échéance le projet de loi cadre pour les transports sera déposé et soumis au Parlement? Voilà, je ne serai pas plus long. J'espère que tout le monde sera... Merci. Bon, chers amis, je ne vais pas vous raconter d'histoire. Je suis très heureux d'être avec vous ce matin. Je vous prie d'ores et déjà de bien vouloir m'excuser parce que je vous avais proposé une réunion un peu tôt, donc je pensais que certains d'entre vous, je pensais notamment à Clément Pernaut, mais je vois que de toute manière il n'est pas là même plus tard, n'aurait pas apprécié la réunion à 8h30. Mais on devait avoir conseil des ministres et finalement le conseil des ministres est remplacé par une réunion avec le Premier ministre à 11h à Matignon. Donc ce que j'ai dit au président Longeau tout à l'heure, c'est que bien sûr, si certains d'entre vous n'ont pas l'occasion de poser leurs questions, je vous propose deux choses. Soit bien sûr qu'ils puissent le faire par écrit, mais peut-être de manière plus agréable. Je vous propose une deuxième session si besoin. Moi, venir ici le mercredi matin, si je n'ai pas d'autres obligations impératives, ça me va très bien. J'ai été très bien reçu, comme vous l'imaginez, dans le bureau du président, comme d'habitude, avec tout ce qui me plaît. Et, Stéphanie connaît mes goûts. Donc voilà, je n'hésiterai pas à revenir quand vous le souhaitez si on n'a pas abordé un certain nombre de sujets. On va essayer de se cantonner principalement sur les questions budgétaires. Et bien sûr, je sais que vous avez des questions sur vos territoires respectifs, mais ne soyez pas frustrés. Si on n'a pas l'occasion de les aborder, je reviens très vite vous voir si l'Assemblée nationale m'en donne la possibilité et le temps. Cher Hervé. Monsieur le Président, mon cher Jean-François Longeau, Mesdames et Messieurs les sénateurs, alors je vous le disais, c'est avec une grande émotion que je me présente aujourd'hui devant vous après 11 mois, après avoir quitté cette commission pour rejoindre le gouvernement, même si on ne quitte jamais vraiment cette commission. Vous me manquez sincèrement et si vous me le pardonnez, j'espère quand même ne pas vous rejoindre tout de suite. J'ai encore beaucoup à faire. Allez, là j'ouvre une parenthèse aussi qui n'était pas dans mon intervention, mais je lisais hier soir un article de Public Sénat sur le net qui parlait de relations entre le gouvernement et le Sénat. Et je lisais des mots qui me paraissaient assez incroyables. Il y a eu un mauvais départ, les relations sont limitées, il y a du mépris, il y a de la vexation. Voilà, moi je vous le dis très clairement tout de suite, j'ai pas ce sentiment et j'espère que c'est réciproque. J'aime le Sénat, je le dis et je le redis. Ma porte vous est toujours ouverte. Mon 06 est toujours le même et vous pouvez l'utiliser quand vous le souhaitez. Presque tous. Hein. Voilà, non, mais globalement, vous le savez. Et s'il vous plaît, ne laissez pas quelques-uns mal intentionnés parler à votre place et inventer une histoire qui n'est pas la nôtre. Voilà, ça, je voulais clairement le dire en introduction. Cette audition va me permettre de dresser un bilan de l'action conduite ces derniers mois, d'évoquer le projet de loi de finances pour 2026 et de vous présenter ma vision pour l'avenir de nos transports. Mon intervention comportera 3 volets. D'abord, les grandes lignes du budget 2026. Ensuite, les enseignements de la conférence Ambition France Transport à laquelle plusieurs d'entre vous, je voulais le signaler, ont contribué. Et enfin, ma feuille de route pour les mois à venir.
Avant d'entrer dans le détail, je me permets un mot sur le contexte. Vous l'avez sans doute remarqué, le ministère des Transports est redevenu un ministère de plein exercice pour la première fois depuis 1988. Cher Hervé Gillet, depuis Louis Mermaz, c'est quelque chose qui te parle. Voilà. Ce choix politique traduit la place centrale des mobilités dans notre projet de société. Les transports structurent le quotidien de nos concitoyens, conditionnent notre compétitivité et constituent un levier majeur pour la cohésion de nos territoires. Tout ça, vous le connaissez par cœur. Tout d'abord, permettez-moi de commencer par dresser un bilan rapide de l'action conduite au cours de ces derniers mois à la tête du ministère des Transports. Je me suis attaché à poursuivre les combats que j'ai menés déjà ici, à vos côtés. Dès ma prise de fonction, j'ai souhaité faire aboutir la proposition de loi relative au renforcement de la sûreté dans les transports que j'avais déposée en tant que sénateur. Nous menons actuellement les consultations nécessaires avec les organismes compétents afin de finaliser les textes d'application et de permettre leur publication dans les plus brefs délais, à commencer par le décret caméra piéton tant attendu. Il est en cours d'examen au Conseil d'État. L'actualité nous rappelle malheureusement trop souvent toute l'utilité de ces mesures qui permettront de mieux protéger nos concitoyens et qu'ils soient usagers ou agents de transport. Je tiens à rappeler que c'est de notre commission qu'est née cette proposition de loi et que, comme souvent ici, nous avions raison avant l'heure. Mais là aussi, j'ouvre une autre parenthèse, que c'est long, c'est une éternité entre la rédaction d'une proposition de loi, son inscription, son vote dans les deux chambres, sa censure partielle le cas échéant, puisque certains parlementaires, pas au Sénat, ont souhaité faire un recours auprès du Conseil constitutionnel pour censurer certaines dispositions, et ensuite, ce qui est peut-être encore le plus long, l'attente des décrets, des textes d'application. Ensuite, parler de la défense d'un certain nombre de grands projets d'infrastructures dans notre pays. Alors, je sais que ça va faire sursauter certains d'entre vous, mais comme ça, je viens d'avoir la confirmation que tout le monde est réveillé. Je vais citer le projet d'A69, mais aussi d'infrastructures ferroviaires comme le Lyon-Turin et bien d'autres. À n'en pas douter, les prochains grands projets, même s'ils contribuent à la décarbonation du secteur et à l'aménagement du territoire. Là aussi, il est également incompréhensible, et je pense que quel que soit l'avis qu'on a sur ces sujets, on se retrouvera, que l'on puisse aujourd'hui démarrer un projet et le voir être interrompu alors qu'il était aux trois quarts terminé. Une telle situation met en cause la crédibilité de la parole publique et la crédibilité de l'action publique. Je pense aussi, et c'est un dossier sur lequel je souhaitais particulièrement m'investir, à la question de la sécurité et de la lutte contre les stupéfiants, notamment dans les transports scolaires. Le drame survenu en janvier dernier dans ton département, mon cher Daniel, avec le décès de Johanna, a profondément bouleversé chacun d'entre nous. C'est pourquoi j'ai annoncé en lien avec le ministère de l'Intérieur un renforcement des mesures de prévention, de contrôle et de sanctions sur ce point. Nous devons à nos enfants et à leurs familles un transport scolaire qui soit sûr et exemplaire. Ces derniers mois ont aussi été marqués par une actualité sociale intense. Sur ce sujet, vous connaissez ma position. Elle est claire et constante, quel que soit le secteur concerné, qu'il s'agisse des agents des routes, que j'ai appris à connaître et qui ont un métier particulièrement difficile, du contrôle aérien, des taxis par exemple, ou d'autres services publics de transport. Ma porte restera toujours ouverte au dialogue social. En revanche, vous savez comment je fonctionne, je ne céderai pas à quelque forme de chantage que ce soit. Enfin, j'ai souhaité préparer dès mon arrivée la conférence de financement des transports Ambition France Transport. Le président Longeau en a parlé, à laquelle plusieurs d'entre vous ont grandement contribué et je tiens ici à vous remercier. J'aurai l'occasion d'y revenir plus en détail car elle constitue le socle de ma feuille de route pour le financement de nos infrastructures de transport. Voilà un petit résumé qui me frustre parce qu'il y a bien d'autres choses, mais en tout cas, je voulais le rappeler parce que pour la plupart d'entre vous, vous avez connu le départ de ces dossiers qui avancent bien. S'agissant du projet de loi de 2026 de finances, comme vous savez, très contraint, le budget de mon ministère
faut pas le dire aux autres, mais comme on doit être diffusé, ça va se savoir, est globalement préservé. Cela reflète deux réalités. La priorité au gouvernement, du gouvernement au transport et aux investissements, et la traduction concrète des besoins identifiés lors de la conférence de financement. Le programme 203, infrastructures et services de transport, connaît une progression appuyée des autorisations d'engagement, plus 5,1 milliards par rapport à l'exercice 2025. Cette hausse est principalement portée par le lancement de l'appel d'offres pour le renouvellement du matériel roulant des trains de nuit. Dès le début des années 2030, des nouvelles locomotives et des nouvelles rames, on les attend même plus pour 29, j'espère, de nouvelles locomotives et de nouvelles rames remplaceront le matériel vieillissant sur les 5 lignes qui traversent notre pays. C'est la preuve que l'État ne se désengage pas du train de nuit, bien au contraire, dans ce qu'avait souhaité à l'époque le Premier ministre Jean Castex, devenu président de la SNCF depuis. Nous avons fait ce choix dans un contexte budgétaire contraint de concentrer nos moyens sur le financement des lignes intérieures essentielles à la desserte de nos territoires. On aura peut-être tout à l'heure la discussion concernant les trains de nuit qui partent vers des destinations européennes. Cette hausse des autorisations prévoit aussi une augmentation de 163 millions pour l'action transport aérien, dont 20 millions qui sont destinés au nouvel aéroport de Mayotte. L'aéroport actuel présente, vous le savez, des fragilités structurelles et une exposition aux risques naturels qui ne permet pas d'envisager sereinement son exploitation sur le long terme. C'est pourquoi le président de la République s'est engagé à ce que la construction d'un nouvel aéroport sur Grande Terre soit réalisée ou puisse débuter avant la fin de son mandat. S'agissant des crédits de paiement, ils progressent de 210 millions dans le projet de loi de finances pour 2026, soit une augmentation de 5%. Cette évolution résulte principalement des hausses de redevances d'accès versées à SNCF Réseau, qui contribuent à la régénération et à la modernisation de notre réseau ferroviaire. Elle traduit également la montée en puissance des investissements dans les infrastructures aéroportuaires de Saint-Pierre-Pointe-Blanche et à Wallis-et-Ifo, du renouvellement des concessions portuaires en Nouvelle-Calédonie ou encore des études préalables à la construction du nouvel aéroport de Mayotte dont je vous parlais à l'instant. S'agissant de l'AFIT France, un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre, et suite à de nombreuses critiques, et je le dis souvent injustes, sur le manque de transparence de l'agence. On parle beaucoup d'agence en ce moment. Je rappelle que c'est une agence avec en 4 à 5 ETP. Voilà, je le redis. J'ai souhaité intégrer, qui d'ailleurs, si demain l'agence n'a plus lieu d'être et si les parlementaires décident, ce qui est votre droit, de la supprimer, ces 4 ou 5 agents reviendront dans les services de la DGITM et voilà, il n'y aura pas de gain en ETP extraordinaire. Et Bercy reprendra le contrôle de tous les financements qui sont aujourd'hui, qui transitent par l'AFIT et qui nous permettent une certaine visibilité. C'est la raison pour laquelle j'ai souhaité, parce que vous étiez en attente quelquefois de prévisibilité, d'intégrer les crédits de paiement prévisionnels de l'AFIT dans le projet annuel de performance. Vous avez pu le consulter. Ces crédits demeurent bien entendu prévisionnels puisque, comme vous le savez, le budget de l'agence sera voté par son conseil d'administration à la fin de l'année 25. Mais cette démarche constitue un acte de transparence vis-à-vis de la représentation nationale et je tenais à le signaler. Je tiens à le redire, l'AFIT France est un acteur essentiel du fonctionnement pluriannuel des transports dans notre pays et il nous faut protéger son existence pour les raisons que je viens d'évoquer. Pour 2026, les crédits de paiement prévisionnels de l'agence s'élèvent à 3,8 milliards, soit une légère progression de 39 millions. Cette évolution traduit plusieurs dynamiques. D'abord, la poursuite des investissements dans le ferroviaire, avec une hausse de près de 40% des crédits par rapport à 2025. Un effort sur le ferroviaire, on en parlera, mais je vais prendre les devants puisque je sais, et puis ça correspond avec l'arrivée de Rémy Pointreau en plus. Ces moyens supplémentaires iront en priorité à la rénovation des lignes Paris, Orléans, Limoges, Toulouse. Paul, tu es arrivé au bon moment, Rémy.
et mon cher Éric, Paris-Clermont et d'autres. Conformément aux engagements qui ont été pris, je rappelle qu'il s'agit déjà des deux plus gros chantiers d'SNCF Réseau pour l'année 2025. Et cela avait été décidé préalablement aux opérations médiatiques dites du train de la colère. Je voudrais le préciser. Pardon, je ne t'ai pas cité, Bruno, également, tu te bats beaucoup sur ces questions ferroviaires entre Paris et Clermont. Et pour ton département de l'Allier. Ensuite, j'ai souhaité que les crédits consacrés à la régénération routière fluviale progressent de 10% cette année. Cette décision s'inscrit dans la continuité des conclusions de la conférence de financement des infrastructures de transport. C'est une avancée majeure du budget. Dans cette période de maîtrise des dépenses, le gouvernement fait le choix de continuer à s'attaquer à ce qu'on appelle la dette grise. Vous savez, on en a parlé. Plus on tarde à investir, plus la remise en état de l'infrastructure va coûter. Je vais insister sur un chiffre, 91% des crédits de paiement de l'AFIT France seront consacrés à la régénération et à la modernisation des réseaux existants, ainsi qu'au développement des alternatives à la route. Nous privilégions la qualité et la performance de nos infrastructures existantes, celles qui servent au quotidien de l'ensemble des territoires. Passons à présent au secteur aérien avec les crédits prévus dans le budget annexe. Contrôle et exploitation aérien, cher Stéphane. Les crédits du BCA sont en hausse de 61 millions par rapport à l'exercice précédent pour atteindre 2,8 milliards en 2026. Les dépenses de personnel demeurent le premier poste budgétaire à hauteur d'1,4 milliard, soit une progression de 48,1 millions par rapport à 2025. Cette hausse vise à renforcer, il y en a besoin, la performance du contrôle aérien français, qui, vous le savez, constitue l'une de mes priorités. Deux leviers principaux y contribuent. D'abord, le financement des mesures du protocole social pris par mes prédécesseurs, qui dure sur la période de 2023 à 2027, qui permet, je l'espère, d'améliorer la productivité, d'accompagner l'évolution des métiers du contrôle aérien dans un souci de performance et de sécurité, par exemple par la mise en place d'une badgeuse biométrique qui pourra permettre de vérifier que tout le monde est à son poste de travail et travaille de manière effective. Surtout, la mise en œuvre d'un plan de recrutement de 78 ETP en 26. Ces recrutements concerneront principalement les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne afin d'anticiper la vague de départ à la retraite prévue à la fin de la décennie et de garantir la continuité du service public du contrôle aérien et d'un contrôle aérien que nous souhaitons de haut niveau. Hors dépenses de personnel et remboursement d'emprunts, le projet de loi de finances pour 2026 prévoit 984 millions en crédit de paiement, soit une hausse de 47 millions par rapport à 2025. Ce renforcement des moyens permettra à la DGAC, je salue son nouveau directeur qui est parmi nous, de poursuivre la modernisation de ses équipements et de répondre pleinement aux enjeux de sécurité, de performance environnementale et opérationnelle du transport aérien. Enfin, l'École nationale de l'aviation civile, l'ENAC, bénéficiera, cher Stéphane Demilly, d'un soutien renforcé. Sa subvention pour charges de service public et d'investissement sera revalorisée de 8,1 millions d'euros. Cette progression permettra d'accompagner l'augmentation du volume de formation, d'accueillir davantage d'élèves et de poursuivre le renouvellement de la flotte d'avions de l'école et notamment et principalement, voire uniquement, d'avions électriques, chers amis écologistes. J'ouvre une parenthèse, Président. Ça aussi, ça peut être un beau déplacement pour la Commission d'aller voir notre école à Toulouse je pense que ça peut être une proposition. Je me mêle de ce qui. Pardon, je prends mon ancienne casquette, mais ça peut être un déplacement intéressant d'aller visiter. Pardon, je savais pas. Très bien, j'en ai très bien. Voilà. Je fais une insiste, si vous me le permettez également, puisque c'est dans le cadre de mon arrêté qui est sorti il y a 48 heures. Sur le transport maritime, dont j'ai
je ne connais pas la nouvelle, mais on va en parler. Dont j'ai les attributions, le transport maritime, même si le programme 205 relève de la ministre de la Mer et de la Pêche, que vous allez, je crois, auditionner cet après-midi. C'est un secteur fondamental pour notre commerce extérieur, puisque 90% du commerce mondial passe par la mer, est un élément bien sûr central de souveraineté. C'est aussi un secteur très exposé à la concurrence internationale. Nous avons obtenu des résultats très encourageants sur le développement du pavillon français, avec une croissance de 23% du nombre de marins français entre 2018 et 2024, et l'annonce encore hier de l'inscription de 10 nouveaux porte-containers par CMA-CGM à La Rochelle. Ces succès ne doivent pas nous faire oublier que les coûts salariaux jouent un rôle discriminant pour notre compétitivité. Il importe donc que le régime de la taxe au tonnage applicable aux armateurs soit maintenu, comme c'est le cas dans la quasi-totalité des grands États maritimes. Mais je sais que vous êtes sensibilisés à cette question dans cette commission. En second lieu, pour ce qui relève du PLFSS et des exonérations de charges patronales, ici aussi, nous devons défendre ce mécanisme qui permet à nos armateurs d'employer des marins français. Pour revenir à la conférence de financement, je veux saluer ici le travail transpartisan accompli sous la présidence de Dominique Bussereau. Pendant 9 semaines, 60 experts ont été mobilisés. Des parlementaires dont vos collègues, nos collègues, anciens collègues pour moi, Didier Mandelli, Olivier Jacquin, Franck Dersin, Jacques Fernic et d'autres que j'aurais peut-être oubliés, des élus locaux, des fédérations professionnelles, des acteurs du secteur. Près de 300 contributions ont été recueillies. Cette conférence a confirmé une nécessité, repenser notre modèle de financement. Les recettes issues de la fiscalité carbone vont nécessairement diminuer dans les années à venir. Il nous faut trouver d'autres leviers de financement pour nos infrastructures qui exigent des financements à long terme. Le projet de loi de finances pour 2026 traduit déjà plusieurs conclusions de la conférence. Une hausse de 10% des crédits pour la régénération routière et fluviale dans le budget de la FIT-France. Je sais que vous étiez très demandeurs sur ces sujets. Cela va bénéficier directement à nos routes nationales, à vos routes nationales, à nos voies navigables, à nos infrastructures vitales pour nos territoires. L'adoption par la SNCF le 29 septembre dernier des marchés de travaux cadres qui permettront d'atteindre 4,5 milliards par an d'investissement dans la régénération du réseau ferré dès 2028. Les amis, c'est ce dont on rêvait depuis un certain nombre d'années, et notamment revoir ce contrat de performance, ou en tout cas de sous-performance, comme on l'a appelé pendant certains mois, un nombre important de mois ici, et qui, j'espère, deviendra ou redeviendra un vrai contrat de performance. Et ce sera le cas si, à partir de 2028, c'est notre objectif et on va y arriver de toutes les manières. Maintenant, SNCF Réseau s'est engagé à le faire, atteindre le niveau de 4,5 milliards pour investir dans nos infrastructures. La prise en charge par l'État de la préfiguration des SERM via la Société des grands projets est aussi un troisième point qui figure dans ce budget. Je m'y étais engagé lors de la conférence, c'est du concret. Cette mesure va aider les collectivités territoriales à développer leurs projets de mobilité du quotidien. Voilà 3 premières traductions de cette conférence dans le PLF 26. Mais pour ancrer ces orientations dans le temps long, nous avons besoin d'un cadre législatif qui soit stable. Le Premier ministre l'a confirmé, Premier ministre ami du Sénat, l'a confirmé lors de sa déclaration de politique générale devant vous le 15 octobre. Notre loi cadre sera présentée au Parlement en miroir du texte sur la décentralisation à l'issue de l'examen du projet de loi de finances pour 2026. Cette loi cadre s'appuie directement sur les travaux de la conférence. Elle fixera notre stratégie de transport pour les décennies à venir. Elle favorisera les nouveaux mécanismes de financement, précisera la gouvernance de nos infrastructures et hiérarchisera nos priorités d'investissement. L'élaboration de cette loi de cadre sera un exercice de co-construction. Je souhaite que les parlementaires ayant participé à la conférence y soient pleinement associés. Mais je veux aussi recueillir vos contributions à tous, dans un esprit résolument transpartisan.
car les enjeux de mobilité et d'aménagement du territoire transcendent les clivages politiques. Nous l'avons montré dans cette commission pendant des années. Il faut le faire pour porter cette loi. Voilà, ce qu'on appelle de nos voeux depuis tant d'années, on a la possibilité enfin de le faire et de le faire ensemble. Ce texte s'articulera autour de 4 axes majeurs reflétant directement les 4 ateliers de la conférence. Je vous les résume rapidement. Il traduira dans la loi les grands principes du nouveau système issu de la conférence. Nécessité de mieux planifier les investissements, de donner une priorité claire à la régénération et à la modernisation de nos réseaux existants, de garantir les ressources prélevées sur le secteur des transports pour qu'ils soient pleinement réinvestis dans le financement des infrastructures de transport. Le fléchage, là aussi qu'on appelait de nos voeux, les taxes sur le transport reviennent au transport, c'est la moindre des choses. Mais ce n'a jamais ou pratiquement jamais été le cas. Ensuite, ce texte permettra de définir le cadre de référence des futures concessions autoroutières. Là aussi, un sujet sur lequel vous avez énormément travaillé et dont près de 90% arriveront à échéance entre 2032 et 2036. Nous maintiendrons le principe du modèle concessif, mais sous une forme renouvelée avec des concessions de taille plus réduite, de durée plus courte, dans lesquelles l'État retrouvera toute sa place. Je me suis tout simplement inspiré des travaux de notre commission. Concernant le ferroviaire, cette loi devra acter le renforcement des capacités de SNCF Réseau pour assurer la régénération et la modernisation du réseau, notamment par l'inscription d'un effort, je l'ai dit à l'instant, de 4,5 milliards sur le réseau à compter de 2028. On est aujourd'hui à un petit peu plus de 3 milliards et on voit que ça ne nous permet pas de pouvoir régénérer notre réseau qui continue à vieillir. Ce n'est pas un choix politique, c'est une obligation. Et puis, je veux revoir, bien sûr, ce contrat de performance pour qu'il soit beaucoup plus ambitieux et en rapport avec les investissements que nous devons faire sur le réseau. Sur les transports collectifs, je souhaite que cette loi marque une nouvelle étape pour le déploiement des SERM grâce à une refonte de la gouvernance, notamment de la société des grands projets, mais aussi pour de nouveaux leviers offerts aux collectivités pour sécuriser des ressources additionnelles et mieux utiliser l'outil tarifaire afin de soutenir l'offre et la qualité de service. Enfin, le texte comportera un volet consacré au fret. Là aussi, c'est un sujet sur lequel on a beaucoup discuté. Je ne sais pas si Marie-Claude est là. Oui, elle est au fond. Voilà. Je proposerai des mesures pour développer le fret fluvial et des dispositions pour accélérer la décarbonation des flottes de poids lourds. Je rappelle dans ce budget qu'on a réussi, et ça n'a pas été une mince affaire, de maintenir tous les moyens et toutes les aides au fret ferroviaire. Je m'y suis consacré particulièrement et on a pu obtenir ce maintien des aides, quel que soit le type de fret. Le gouvernement, alors je souhaite que ce texte soit présenté en premier lieu devant le Sénat. Je répète, je souhaite que ce texte soit présenté en premier lieu devant le Sénat. Voilà, pour un gouvernement qui n'aime pas beaucoup le Sénat comme certains le prétendent, je le redis une troisième fois. Je souhaite que ce texte soit présenté en premier lieu devant le Sénat et, je vais le répéter celui-là 2 fois seulement, que votre commission soit saisie au fond pour son examen. Merci, Monsieur le ministre. Car je connais votre expertise en matière d'aménagement du territoire et de développement durable. C'est aussi la reconnaissance du rôle central que vous avez joué dans l'élaboration d'une politique de transport au service de tous nos territoires. Voilà, mesdames et messieurs, chers sénateurs, chers amis, le budget de mon ministère. Il porte une vision claire, je l'espère, placer les transports au cœur de notre compétitivité économique, de notre ambition écologique et de l'équilibre de nos territoires. Face aux contraintes budgétaires, nous avons assumé des priorités, favorisé l'investissement plutôt que les dépenses de fonctionnement, privilégier la régénération de l'existant plutôt que la construction quelquefois de nouvelles infrastructures non indispensables, rechercher l'excellence et la fiabilité de nos réseaux. Ces orientations ne sont pas conjoncturelles. Elles s'inscrivent dans une vision que j'espère de long terme et que la loi cadre viendra structurer. Les défis devant nous sont immenses, les enjeux pour l'avenir de nos territoires sont cruciaux. Je suis maintenant, comme j'espère l'avoir toujours été, à votre écoute pour répondre à vos questions. Merci de votre attention. Merci, Monsieur le ministre. Alors, je répète ce que j'ai dit. J'espère que vous pourrez faire un petit peu comme moi, être très court dans vos questions, parce que je vais donner la parole au
rapporteurs budgétaires, qui j'espère sont très courts aussi dans leurs interventions. Et après, on a, par respect pour vos collègues, pour que chacune et chacun puisse poser ses questions, je vous rappelle qu'il y a 20 demandes de parole. Donc si plus vous serez long, plus effectivement, ceux qui sont demandeurs de la parole à la fin ne pourront pas parler. C'est quand même frustrant pour vos collègues. Donc par respect pour eux, soyez bref. Je donne la parole à Stéphane Demilly. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, cher Philippe, mes chers collègues. Tout d'abord, cher Philippe, je te souhaite plein succès dans tes fonctions ministérielles. Pour une fois, Monsieur le Ministre, le projet de loi de finances ne prévoit pas de nouvelles taxes pesant sur le transport aérien, comme lors des 2 derniers exercices. On ne peut que s'en réjouir, mais il y a un mais. On ne peut cependant pas freiner aussi facilement la créativité fiscale de Bercy, qui va malgré tout tenter d'impacter indirectement le secteur. Et je pense aux articles 36 et 43 du PLF qui portent sur la taxe sur les nuisances sonores aériennes, la fameuse TNSA. L'article 43 porte en effet sur le stock de produits de la TNSA. Il prévoit de ponctionner la trésorerie accumulée pour financer l'insonorisation des logements des riverains d'Orly et de Roissy en prélevant, écoutez bien, près de 80 millions d'euros. Quant à l'article 36 qui porte sur le produit de TNSA en 2026, il en affecte d'ores et déjà une partie au budget général de l'État. Je rappelle, si besoin en était, que cette taxe avait déjà été augmentée en 2025. Certes, la situation de nos finances publiques est difficile et Bercy cherche légitimement et naturellement à mobiliser toutes les recettes possibles et imaginables. Et comme dirait le fabuliste picard Jean de La Fontaine dans Le Milan et le Rossignol, fable 18, livre 9, « Ventre affamé n'a point d'oreille ». Néanmoins, puisque je parle d'oreille, je vous invite à vous rendre dans un logement non assorisé à proximité d'un aéroport et à écouter non seulement les sons des réacteurs, mais aussi les remarques des riverains pour bien comprendre que détourner le produit de la TNSA des travaux d'insonorisation pour alimenter d'autres chapitres budgétaires n'est moralement pas acceptable. Une telle décision se fait au détriment de la santé de nos concitoyens les plus vulnérables. Il serait bien plus opportun d'assouplir les conditions d'utilisation du produit de la TNSA pour qu'il soit judicieusement et totalement utilisé, comme l'ont proposé d'ailleurs nos collègues Guillaume Chevrollier et Gilbert Luc de Vinaz dans leur rapport d'information sur la pollution sonore causée par les transports. Tout à l'heure, Monsieur le ministre, vous avez dit « les taxes transport doivent revenir au transport ». Eh bien, il faut que les taxes d'insonorisation reviennent à l'insonorisation. Monsieur le ministre, confirmez-vous votre opposition à cette disposition regrettable qui est, vous l'avez bien compris, un véritable détournement d'objet? Ce sera ma première question. Je tiens maintenant à aborder la question du soutien apporté par l'État à l'aéronautique civile. Ce soutien essentiel pour développer un avion ultra frugal d'ici 2035, stratégie centrale de la décarbonation du secteur aérien mondial. Le président de la République, rappelons-le, s'était engagé en juin 2023, je m'en souviens très bien, à ce que l'État apporte un soutien de 300 millions d'euros par an jusqu'en 2027 à la filière via le CORAC, le Conseil pour la recherche aéronautique civile. Nous avions dû batailler l'année dernière autour de mon amendement pour que la loi de finances prévoie 287 millions de financement au lieu de 230 millions initialement accordés. Cette année, seulement 50 millions d'euros sont prévus dans le programme 190, recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durable. Vous avez fait le calcul, c'est 6 fois moins qu'annoncé par le président de la République. Et cher Philippe, vous le savez mieux que quiconque, ce soutien à la filière aéronautique d'excellence est vital pour décarboner l'aviation et défendre notre pavillon et notre avance sur les concurrents mondiaux. Alors, Monsieur le ministre, et ce sera ma deuxième et avant-dernière question, l'État revient-il une nouvelle fois sur ses promesses concernant le CORAC ou suis-je passé à côté d'autres financements que je n'ai pas réussi à déceler dans les documents budgétaires? Et enfin, en ce qui concerne donc la troisième question, et je m'éloigne un petit peu donc, du transport aérien, je voudrais vous parler des biocarburants, qui ne concernent pas aujourd'hui dans le projet de loi de finances les CAD, mais on ne sait jamais. J'ai bien compris qu'il y avait une volonté de flinguer les biocarburants de première génération, que ce soit l'éthanol ou le biodiesel. Monsieur le ministre, est-ce que là aussi, vous allez vous opposer à cette augmentation donc, concernant la taxation des biocarburants? Merci. Je laisse la parole au ministre. Monsieur le rapporteur, cher Stéphane Demilly, trois questions importantes. Je vais essayer d'apporter 3 réponses rapides. D'abord, la ponction sur la TNSA dans le PLF. Pardon, en introduction. Merci d'avoir rappelé
qu'il n'y a pas de nouvelles taxes pour l'instant dans le budget sur l'aérien. Il y a des amendements, hein, je tiens à vous le dire, notamment sur la TSBA, sur la TEILD, qui, et je rendrai les chiffres publics, ont impacté le secteur de l'aérien de manière plus ou moins importante en fonction de l'aviation d'affaires ou de l'aviation commerciale, avec la France qui n'a pas la même progression que d'autres pays européens, probablement du fait de ces différentes taxes. Certains ont souhaité augmenter la TSBA à travers des amendements. J'espère que vous serez très vigilants au moment du débat parlementaire sur ces sujets, ainsi que sur la taxe sur les équipements et les infrastructures longue distance. Concernant la ponction sur la TNSA, je ne peux être que de votre avis. J'ai eu l'occasion de le dire devant vos collègues députés. C'est dans l'esprit de ce qui a été dit. Voilà, il est normal que ces sommes, même si elles sont excédentaires, puissent revenir, ce qui était leur objet initial, c'est-à-dire faire ces investissements. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Les investissements n'ont pas pu se faire parce qu'il y avait un reste à financer qui était trop important d'un certain nombre de familles. Le taux a été revu et ces travaux sont indispensables. Et ces sommes ont été ponctionnées aux compagnies par rapport à ces travaux. Donc moi, je l'ai clairement dit, je ne suis pas favorable à ce que Bercy puisse récupérer la trésorerie, même si elle était excédentaire de la TNSA. Et je pense que le nouveau dispositif tel qu'il a été mis en place va pouvoir permettre de monter le niveau d'investissement et de consommer ces sommes pour la protection des riverains. Et bien sûr, j'aurai l'occasion prochainement de recevoir les deux excellents sénateurs que vous avez cités, qui ont fait un travail remarquable sur ces questions. Je dirais que ce qui pourrait être juste, c'est que une partie des sommes soit récupérée par rapport à l'avance Covid qui avait été réalisée, qui avait été donnée à cette période, qui de mémoire doit être de 28 ou de 29 millions d'euros, mais que pour le reste, cette somme doit bien rester dans le cadre des travaux à venir. Et donc, je suis de votre avis. Et voilà, je serai vigilant à vos débats dans l'hémicycle, si vous voyez ce que je veux dire. Concernant le CORAC. Là aussi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je me suis battu et j'ai profité de vos amendements l'an dernier pour pouvoir faire que l'engagement du président de la République soit tenu. Tout simplement parce qu'on a, avec l'aérien, et vous le savez, le premier contributeur à la balance commerciale positive de la France. Et dans cette période si compliquée, ça nous paraît indispensable de continuer à aider ce secteur, je ne dirais pas dans son fonctionnement, mais simplement dans l'anticipation des années à venir, que ce soit notamment la compétitivité et puis que ce soit la décarbonation. C'est un sujet ô combien important dont on parle souvent dans cette commission. Ces sommes du CORAC nous permettent chaque année à la France de rester leader, et ce n'est pas qu'un slogan, c'est un impératif qui est industriel, qui est climatique, qui est un élément de souveraineté également pour notre pays. Donc oui, je souhaite que cette trajectoire puisse continuer. Vous l'avez rappelé, les sommes qui sont prévues au programme 190, qui, je le rappelle, ne sont pas les crédits pour les transports, mais ceux de la recherche et de l'enseignement supérieur. Soyez vigilants quand ce programme viendra dans l'hémicycle, parce que c'est là que les choses se joueront. Et je souhaite bien sûr que cette trajectoire puisse être augmentée à travers un certain nombre d'amendements. Et nous irons chercher un complément de financement, je le souhaite, à travers ce que France 2030 avait déjà fait l'an dernier, très fortement, à travers le programme 424, qui pourra compléter et se rapprocher de l'objectif du président de la République des 300 millions d'euros. En tout cas, qu'on passe entre 250 et 300 millions d'euros, ça me paraît être la moindre des choses, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont déjà lancé des programmes, qui attendent ce soutien qui est indispensable. Enfin, un petit mot sur les carburants. Oui, il y a eu des sujets concernant le bioéthanol notamment, et par rapport à une évolution sur la fiscalité qui
qui est probablement trop forte. Il a été annoncé, enfin je l'ai dit déjà à l'Assemblée, je vous le redis, moi je souhaite que nous nous en remettions sur ces sujets à la sagesse du Parlement et l'Assemblée, ce qui n'est pas forcément le cas tout le temps, a été plutôt sage sur ce sujet, que ce soit en commission ou bientôt dans l'hémicycle. Donc je ne doute pas un instant que le Sénat, qui est sage en permanence, saura avoir les bonnes positions sur ces sujets. Je pense qu'il y a une dynamique qui s'est créée depuis un certain nombre d'années sur ces biocarburants et c'est dommage de l'arrêter à travers des décisions un petit peu trop hâtives et un petit peu trop budgétaires. Merci, Monsieur le ministre. Je vais donner la parole à Jean-Marc Delia. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, bon, c'est pas sans émotion que je prends la parole, puisque ici, dans cette instance, je remplace un sénateur que vous connaissez bien, Monsieur le Ministre. Et j'en viens maintenant donc aux questions à propos des transports ferroviaires, fluviaux et maritimes. Pour commencer, je tiens à aborder le transport ferroviaire, Monsieur le Ministre. Vous avez organisé de mai à juillet dernier la conférence Ambition France Transport. Les travaux de la conférence consacrés au ferroviaire ont montré que la régénération de la modernisation du réseau structurant, vous en avez déjà parlé, nécessitait environ 1,5 milliard d'euros supplémentaires par an. À moyen terme, plusieurs recettes, notamment les péages autoroutes, pourront être mobilisées, comme vous l'avez dit. Cependant, d'ici là, d'autres leviers doivent être identifiés. Force est de constater quand même que sur ce compte, voilà, on n'y est pas au niveau du PLF. Quels moyens de financement pourraient être activés à court terme afin d'éviter une dégradation du réseau, même si on parle d'un contrat de performance qui va s'enclencher en 2028. Concernant donc l'article 4 du PLF qui prolonge l'application de la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises, comme vous le savez, la SNCF sera-t-elle redevable de cette taxe? Un tel prélèvement aura-t-il pour conséquence de diminuer les sommes versées au fonds de concours? Et j'en viens au financement des autorités organisatrices de mobilité, des services régionaux métropolitains. Quel premier bilan pouvez-vous tirer de la mise en place d'un versement mobilité régionale, puisque vous en aviez été à l'initiative en tant que sénateur dans cette commission? Et quel autre moyen de financement les AOM pourraient utiliser pour financer les SERM? Monsieur le ministre, vous n'ignorez pas que nous sommes le pays dans lequel les péages ferroviaires sont les plus élevés d'Europe. SNCF Réseau a publié le projet de document de référence du réseau 2027-2029 qui prévoit des réductions de péages pour les liaisons non radiales et la desserte TGV des gares les moins attractives. Donc je me réjouis de cette disposition qui permet de concilier efficacement le libre accès au réseau ferroviaire pour les opérateurs et l'aménagement du territoire. Mais je m'interroge cependant sur un point, comment la SNCF Réseau pourra supporter le manque à gagner consécutif à ces réductions. Concernant les transports conventionnés, c'est-à-dire les TER, les péages versés par les régions se rapprochent des coûts complets de l'entretien du réseau. Il me paraît donc essentiel de renforcer la performance du gestionnaire de l'infrastructure. Quelles mesures comptez-vous prendre pour renforcer son efficacité? Et s'agissant à présent du transport fluvial, le PLF pour 2026 propose un abaissement du plafond d'emploi de voies navigables de France de 40 ETP, alors que celui-ci avait déjà diminué en 2025. Pourtant, le contrat d'objectifs et de performance entre l'État et VNF, Voies navigables Réseau de France, révisé en 2023, avait prévu une stabilisation de ce plafond d'emploi jusqu'en 2026 inclus, afin de préserver le climat social de l'établissement. Certes, VNF est engagé dans un ambitieux chantier de modernisation de la gestion de son réseau, vous en avez parlé, mais celui-ci ne permettra véritablement des gains de productivité qu'à compter de 2027. Monsieur le ministre, pour quelles raisons cet engagement n'a-t-il finalement pas été tenu? Concrètement, VNF a-t-il le devoir de recouvrir à davantage de contrats à durée déterminée l'année prochaine? Ensuite, au fil de décennies et de sous-investissement, le réseau fluvial a accumulé une dette grise évaluée à plus d'1 milliard d'euros fin 2023 par la Cour des comptes. La conférence Ambition France Transport a évalué un besoin annuel supplémentaire en matière de régénération et de modernisation du réseau fluvial à hauteur de 200 millions d'euros. Elle a également mis en avant le potentiel de la redevance hydraulique pour renforcer les ressources de VNF.
Envisagez-vous des évolutions sur ce sujet ou sur d'autres ressources propres de l'établissement? Pour ce qui concerne le transport maritime, François Bayrou, alors Premier ministre, avait annoncé lors du comité interministériel de la mer en mai dernier que le produit du marché carbone européen issu du transport maritime serait mobilisé pour financer la décarbonisation du secteur, soit une enveloppe estimée à 90 millions d'euros pour 2026. Or, le PLF pour 2026 ne compte aucune mesure prévoyant une telle affectation. Pour quelles raisons cela n'a-t-il pas été inscrit dans le PLF initial et seriez-vous ouvert à des amendements dans ce sens? Et pour conclure, je souhaiterais enfin m'éloigner un peu du PLF pour évoquer la compétitivité des grands ports maritimes. Vous en avez parlé. Comment nos grands ports maritimes se positionnent-ils sur le trafic container dans le contexte actuel de recomposition des alliances des armateurs maritimes qui conduit à modifier la desserte des ports européens? Je pense notamment en particulier à la fusion entre Hapag-Lloyd et Maersk survenue cette année. Avez-vous identifié des pistes pour que les ports français tirent mieux leur épingle du jeu? J'en ai fini, Monsieur le Ministre, je vous remercie. Merci, je vais donner la parole au ministre. Merci, Monsieur le Sénateur. J'ai l'impression que votre rapport budgétaire est bien plus complet que celui des autres années, donc je vous félicite pour votre travail. Vous avez beaucoup plus travaillé que votre prédécesseur. On ne peut que le remarquer. Alors, rapidement, même si je ne vais pas tout détailler, puisque le travail est tellement complet que je pense que dans le rapport, je trouverai toutes les réponses à vos questions. Un petit mot aussi, j'ai oublié, il avait qu'une question, elle était toute simple. Je n'ai pas répondu au président Longeau, j'en suis désolé. Président, loi cadre, consultation et les RIM dans le courant du mois de novembre. Finalisation et conseil des ministres dans le mois de décembre. Présentation au Parlement, prioritairement au Sénat en janvier ou février 2026. En tout cas, c'est mon objectif. Voilà, c'est mon calendrier et j'espère qu'on pourra le tenir. En tout cas, je ferai tout pour avec, je l'espère, un soutien unanime des parlementaires sur ce sujet transpartisan des transports. Sur le reste, par rapport à l'intervention du sénateur Delia, le rassurer sur la contribution exceptionnelle. Le groupe SNCF n'est pas concerné par cette mesure car le groupe ne paye pas d'impôts étant donné qu'il y a une intégration fiscale. Quoi, oui, sur les sociétés, oui. Oui, il paye d'autres impôts. Donc, déduction, puisqu'il y a la déduction fiscale également du versement sur le fonds de concours, le fameux fonds de concours dont on parle très régulièrement. Deuxièmement, le bilan sur le versement mobilité régionale. Merci d'avoir rappelé que nous l'avons souhaité dans cette assemblée et c'est de là que tout est parti. La loi de finances 25 a donc offert cette possibilité aux régions. Je me réjouis que 2 régions aient décidé déjà de le mettre en place dès 2025. Je pense à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, sans amicale pression de l'auteur de l'amendement, et la région Occitanie sur une grande partie de celle-ci. 4 autres régions ont d'ores et déjà délibéré pour instaurer ce versement en 2026. La Bretagne, le centre Val-de-Loire, la Nouvelle-Aquitaine et plus récemment la Bourgogne-Franche-Comté dans une délibération du mois d'octobre dernier. Le territoire d'application et les taux donc sont limités, vous en souvenez, puisque vous avez été un certain nombre à soutenir cet amendement à 0,15 et relève de la compétence, bien sûr, des régions. Alors, le produit de ce versement, comme ça a été fait sur 2 années, on ne peut pas encore le donner exactement, mais vous savez qu'il était censé atteindre aux alentours de 750 millions par an. Je me félicite que voilà, les régions se soient emparées de cet outil parce que voilà, le ferroviaire est probablement le moyen de transport qui coûte le plus cher. Et cette ressource leur permet de nouveau une capacité à créer, une liberté et des nouvelles ressources pour conduire la politique de transport qu'ils souhaitent. Et bien sûr, dans le cadre du financement des SERM, c'est un plus et un atout
Deux petits mots aussi. Je pense que c'est le débat qu'on avait eu. Il faut qu'en contrepartie, les régions puissent mettre des plans de transport qui soient adaptés, qui soient volontaristes, avec une augmentation de l'offre, avec une bonne desserte des zones d'activité, puisque je rappelle que ce sont les entreprises qui financent. Et puis, vous connaissez ma réticence, même si elle n'est pas partagée par tous. Ce n'est pas aux entreprises de payer la gratuité que souhaitent les politiques. Donc, de bien différencier quand il y a une gratuité, que ce ne soit pas à travers le VMR qu'elle soit financée. Sur la question des péages, je vous répondrai, si vous le souhaitez par écrit, c'est un petit peu compliqué, mais enfin l'idée, c'est vraiment, là je le dis aussi, une des augmentations de notre budget, c'est parce que l'État prend en charge une partie des péages ferroviaires pour le compte des régions. Hein. Ça aussi, c'est important de le rappeler. L'équilibre financier, certes, les péages sont très élevés, mais si ça peut nous permettre demain de moderniser et de régénérer notre réseau, et notamment à travers le fonds de concours qui est demandé à réseau, quelque part, on s'y retrouve sur certains aspects, même si je sais que pour avoir un vrai choc d'offres, il faudrait à terme diminuer le niveau de ces péages qui sont contrôlés par contre assez fortement par l'ART qui nous le rappelle très régulièrement, Monsieur le Président Longeau. VNF, oui, VNF positif, 10% d'augmentation cette année du budget de la FIT va vers le fluvial, entre autres, et le routier. Par contre, on a demandé des efforts supplémentaires qui n'étaient pas prévus dans le COP, de 40 TP supplémentaires. Alors c'est un écart de 2% par rapport à ce qui était prévu dans le COP. Ce n'est pas non plus énorme. Et on va essayer de trouver avec VNF des solutions d'emploi hors plafond pour leur permettre de continuer à assurer leur mission. Et vous avez appuyé sur un point qui est très juste. Demain, pour le financement de VNF et notamment pour ces investissements, il y a un moyen de financement du réseau important qui représente déjà 20% des ressources de VNF et ce qui pourrait être augmenté, c'est la redevance hydraulique. Oui, je veux que l'engagement du Premier ministre Bayrou pris au CIMER où j'étais présent, que j'ai entendu de mes oreilles le 26 mai dernier, soit tenu, que la décarbonation du secteur maritime puisse se faire notamment avec l'affectation des recettes du marché carbone européen. Je crois que le président de la République l'a rappelé hier à La Rochelle et nous avons saisi le Premier ministre avec ma collègue Monique Barbu, ma collègue Chabot que vous pourrez questionner cet après-midi et qui est sur la même longueur d'onde, ainsi que Mathieu Lefebvre pour que cet engagement soit tenu. On revient au principe que j'ai exposé tout à l'heure. Ce qui est pris au transport doit revenir au transport. Compétitivité des ports, tout à fait de votre avis, même s'il est encore, par rapport aux évolutions qu'on a connues ces derniers temps, difficile d'identifier les impacts spécifiques et d'en tirer des conclusions. Mais en tout cas, je lirai avec beaucoup d'attention ce qui figure sur ce sujet, notamment sur la recomposition européenne des différentes alliances à travers votre rapport budgétaire. Et je ne doute pas un instant qu'avec la modernisation qui est en cours, les ports français, cher Franck Dersin, seront tirés leur épingle du jeu. Merci. Je vais donner la parole à Hervé Gillet. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président, mes chers collègues, et cher Philippe, on peut dire directement. Je souhaite vous interroger sur 4 points donc, relatifs au projet de loi de finances consacré au transport routier, et plus particulièrement à votre feuille de route sur cette thématique au lendemain donc, de la conférence de financement. Je commencerai en évoquant le programme national Pont, très cher à Louis-Jean aussi, de Nicolas, qui avait été lancé à l'initiative du Sénat en 2021 et dont les crédits sont désormais presque épuisés. De fait, si rien n'est fait, effectivement, dans le PLF 2026, le dispositif devra être mis à l'arrêt au mois de février prochain. Et donc, on est face à un stop and go qui est particulièrement inquiétant.
Alors, il reste encore beaucoup à faire, vous le savez. Et le CEREMA estime qu'il faudrait entre 40 et 50 millions d'euros d'enveloppe annuelle nécessaire pour réparer les ouvrages d'art communaux, les plus dégradés, qui ont déjà été identifiés. Donc, Monsieur le Ministre, seriez-vous prêt à soutenir une initiative sénatoriale pour pérenniser ce programme dans le PLF pour 2026 grâce à une ligne budgétaire dédiée? Parce que vous savez qu'en la matière, si on fait du stop and go, alors que le coup a été lancé, et plutôt avec réussite, ça serait quand même, chers collègues, vraiment dommageable. Voilà. Sachant qu'il y a, vous savez, une série d'ouvrages prioritaires qui sont classés aussi et sur lesquels, bien sûr... J'aimerais également évoquer les mobilités en zone rurale qui demeurent une faiblesse structurelle de nos politiques de transport. Et la loi de finances pour 2025 a apporté un début de solution en instaurant un versement mobilité régionale rurale, vous l'avez évoqué, le VMRR, dont 10% du produit a vocation à être redistribué aux AOM des zones peu denses. Donc quand on prenait les 550 millions d'euros que vous avez évoqués, ça fait 75 millions qui pourraient être effectivement réinjectés en milieu rural. Dans quelle mesure cet outil va-t-il permettre de répondre à ces besoins, selon vous? Il y a d'autres pistes d'assouplissement des conditions pour lever le versement mobilité en zone rurale. Est-ce que vous seriez favorable à une évolution à ce niveau-là, puisqu'on sait que les moyens sont quand même plus difficiles, les assiettes sont effectivement moins importantes? Je pense notamment à l'amendement que vous aviez porté l'année dernière en commun avec notre collègue, donc Olivier Jacquin, visant à assouplir la restriction concernant l'organisation des services de transport réguliers, permettant par exemple de basculer sur du financement de transport à la demande. On a tous en tête, par exemple, ces sujets-là. S'agissant des aides à l'acquisition de véhicules propres, le PLF pour 2026 prévoit la débudgétisation du bonus écologique, désormais dénommé coup de pouce véhicules particuliers électriques, et du leasing social, qui ont désormais vocation à être intégralement financés via les certificats d'économie d'énergie. Alors, sur les certificats d'économie d'énergie, comme le souligne la Cour des comptes, et Monsieur le Président, ce serait peut-être un débat à ouvrir avec d'autres commissions, il y a quand même une certaine opacité aujourd'hui pour arriver à discerner l'utilisation de ce dispositif, de quelle manière éventuellement il peut être dévoyé, et de quelle manière, en fait, on peut vraiment le flécher sur nos politiques publiques, qui sont de plus en plus nombreuses à faire appel à ces certificats d'économie d'énergie. Donc, quelle est la volumétrie qui est disponible? Comment les redistribuer? On a peu d'éléments, effectivement, par rapport à ça. Au départ, c'était un simple instrument pour inciter aux économies d'énergie. On voit qu'ils sont mobilisés d'une manière très large aujourd'hui. La future loi cadre ne pourrait-elle pas être l'occasion de soumettre au Parlement les paramètres structurants de ce dispositif en matière de décarbonation des transports et donc peut-être d'une négociation des fléchages particuliers, puisqu'il semble que vous ayez en tête certains arbitrages, notamment au regard du logement, si mes souvenirs sont bons. Dernier point, votre prédécesseur avait gelé les crédits du plan vélo 2023-2027 et annulé le 7e appel à projet, aménagement cyclable, laissant ainsi plus de 400 collectivités au bord de la route. En janvier 2025, le nouveau Premier ministre d'alors, M. François Bayrou, avait quant à lui annoncé une enveloppe de 50 millions d'euros à travers le Fonds vert, outil qui est à la main des préfets et sur lesquels nous n'avons, en tant que parlementaires, que très peu de reporting. Il faut dire les choses. On a du mal à y voir clair comment ces crédits sont effectivement mobilisés et quel montant a réellement été alloué au vélo via ce dispositif. En fait, on n'a pas ce rendu. On n'a pas ces éléments. Tout état de cause, le recours au fonds vert, dont les moyens seront à nouveau rabotés l'année prochaine, de même que l'arrêt des appels à projets aménagement cyclable, semble indiquer un désengagement de l'État s'agissant du plan vélo. Ce retour en arrière risque de mettre en péril non seulement les projets des petites collectivités locales, qui avaient pourtant manifesté un réel engouement pour le dispositif, mais aussi toute la filière cyclable qui commençait juste à se structurer et derrière, il y a effectivement des emplois. Les mobilités douces ont pourtant un rôle majeur à jouer dans les mobilités du quotidien, en particulier dans la perspective du déploiement des SERM. Ne faudrait-il pas, à minima, conserver des appels à projets dédiés aux aménagements cyclables en zone rurale et périurbaine, permettant un rabattement vers les centres-villes et vers les gares ferroviaires et routières, et qui s'inscrivent dans des schémas de mobilité clairement posés effectivement sur la table. Donc, comment voyez-vous la suite du plan vélo, Monsieur le Ministre? Merci beaucoup pour votre attention sur ces différents points que j'ai souhaité mettre en exergue. Je ne veux pas couper la parole au ministre, mais sur ce leasing social, hier, j'ai reçu Mobiliance, qui est très, très prudent sur ce dossier, parce que fait-on après les 3 ans? Comment ils font pour racheter? Enfin, c'est peut-être
Tu as raison, peut-être faudra peut-être qu'on reçoive Mobiliance et qu'on les écoute. Très bien, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur Chervé. Concernant le programme des ponts, oui, j'ai fait le même constat que vous. Alors jusqu'à présent, on me dit, et je l'ai vérifié, qu'aucun dossier n'était bloqué par insuffisance de budget. Mais pour autant, quand je sais qu'il y a 63 000 ouvrages aujourd'hui dans notre pays et j'ai les mêmes retours que vous, certains posent un certain nombre de difficultés, je m'inquiète de la situation. C'est la raison pour laquelle j'ai vu il y a quelque temps le rapporteur Husson pour échanger avec lui et lui dire que voilà, je serai particulièrement attentif aux initiatives que le Sénat prendra sur cette question des ponts qui me paraissent prioritaires pour la sécurité de nos concitoyens et pour un soutien aux collectivités qui n'ont pas les ressources nécessaires pour pouvoir les sécuriser, les entretenir. Donc, c'est un sujet que je suis avec beaucoup d'attention avec le rapporteur général du budget, quels que soient les éléments qui me sont donnés par le CEREMA, que je vais quand même fortement vérifier. Concernant le versement mobilité régionale et rurale, amendement Tabarot-Jacquin, les meilleurs, ça a toujours été les meilleurs. Donc amendement Tabarot-Jacquin, je vous ai parlé tout à l'heure d'une recette potentielle de 750 millions d'euros. On avait dit que 10% devait revenir à la ruralité, ce qui devrait faire, quand le dispositif sera atteint, 75 millions. Je n'oublie pas cet engagement et que ces 75 millions doivent revenir aux territoires les moins desservis en matière de transport en commun. J'étais hier aux rencontres du transport public à Nantes et j'ai pu voir le nombre de dispositifs plus novateurs les uns que les autres qui sont mis en place, notamment au niveau du transport à la demande, où je pense que là, il y a beaucoup de choses à faire et que, enfin, je dirais, on a peut-être des réponses qui soient adaptées et on peut avoir le financement à travers ce VMRR. Concernant la politique globale des C2E, alors elle n'est pas gérée par mon ministère au niveau des véhicules. Moi, quand je m'occupe des véhicules, quand il y a un problème, là, ça, voilà, moi, quand il y a un problème d'airbag Takata, quand il y a un problème de freinage fantôme, on me dit c'est de votre compétence. Quand c'est d'autres sujets, on me dit c'est pas de votre compétence. Bon, j'essaie de gérer déjà ces problèmes de difficultés, de défauts de fabrication, quelquefois, ou de réglage concernant Takata et freinage fantôme. Oui, je suis de votre avis sur la politique globale des C2E. On a beaucoup parlé de cette question. Le président l'a dit, le leasing social est une réussite, mais à quel niveau? C'est bien d'entendre les acteurs de la filière aussi et de voir la question des acquisitions. Moi, je pense qu'il faut qu'on ne change pas d'objectif, même si effectivement les C2E financent désormais les aides aux véhicules propres. Il y a toujours cette question du logement et de savoir est-ce que le logement doit prendre l'ensemble des crédits ou est-ce que les transports n'ont pas aussi la possibilité de récupérer une des parties de C2E pour permettre l'acquisition des véhicules. Voilà, vous connaissez ma position, je ne vais pas la rappeler, mais je ne veux pas monter un front non plus avec nos collègues du logement parce que ces financements peuvent servir aussi dans le cadre de logements dégradés comme on en connaît beaucoup dans notre pays. Sur le plan vélo, oui, on a raccroché l'an dernier 50 millions d'euros pour le fonds vert. Beaucoup a été investi pour le vélo ces dernières années et tant mieux, c'est une réussite. On voit qu'il y a maintenant des infrastructures dans les communes, on voit qu'il n'y a pas un pôle d'échange multimodal nouveau sans un abri à vélo. On a enfin la possibilité de faire une vraie politique d'intermodalité où on peut la plupart du temps transporter son vélo, que ce soit dans son TER, dans son car, dans son bus. Les choses ont beaucoup évolué. Est-ce qu'il reste à investir encore? Peut-être pas au niveau des sommes qui étaient investies précédemment, mais il ne faut pas qu'on arrête cette dynamique dans cette politique. C'est la raison pour laquelle on a rattrapé 50 millions d'euros du fonds vert. Je vais être honnête avec vous, je ne peux pas vous donner aujourd'hui le niveau de consommation de cette enveloppe, mais je vais aller au renseignement et je vous donnerai l'information
dès que je l'ai, en toute transparence. Mais moi, ce qui me tient à cœur, en dehors des questions financières qui sont importantes, c'est de pouvoir mettre en place les préconisations de la mission Barbe, qui est la mission que mon prédécesseur avait demandé à M. Barbe suite au décès tragique, et je dirais même à l'assassinat. La justice définira si c'est le cas ou pas, mais en tout cas de Paul Varry, qui a été écrasé, semble-t-il, je parle au conditionnel, volontairement par un automobiliste. L'idée, c'est cette vingtaine de préconisations, de les mettre en place pour 10 d'entre elles, et je vous ferai un bilan si vous le souhaitez. Elles commencent à se mettre en œuvre. Il y en a 10 autres qui sont plus difficiles à mettre en œuvre, mais en tout cas, c'est ma feuille de route, je l'ai, et en dehors des financements dont vous avez parlé, je souhaite la mener à bien. Et puis, on a... Qu'est-ce qu'on a dit ? On a terminé avec le plan métro. OK, voilà. Merci. Merci. Donc, il y a 22 demandes donc, de parole. Je vais donner aux 11 premiers. La parole est à Bruno Rojouan. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, cher Philippe, lorsqu'un élu d'Auvergne prend la parole sur le train, on s'attend toujours à ce qu'il parle de la liaison entre Clermont-Ferrand et Paris, qui dessert d'ailleurs 2 villes de mon département de l'Allier, Moulins et Vichy. Eh bien non, je ne vais pas en parler parce que tu viens de confirmer un certain nombre de choses dans ton exposé liminaire qui montrent que tu soutiens ces améliorations et que nous voyons les perspectives arriver de manière assez proche maintenant par rapport à cette desserte de ce territoire. Moi, je vais me décaler un peu et je vais parler d'une ville qui est à côté de chez moi, qui m'est chère, c'est la ville de Montluçon, qui est la 2e ville d'Auvergne après Clermont-Ferrand et qui n'a plus depuis longtemps de desserte directe entre Montluçon donc et Paris. Et c'est un vrai souci que ce bassin montluçonnais soit pénalisé et n'ait plus retrouvé, malgré les investissements énormes qui ont été terminés en 2024 de rénovation de cette voie qui allait jusqu'à Vierzon. Et je me dis, est-ce qu'il y a toujours, puisque nous en avons déjà parlé, est-ce que c'est vraiment de l'utopie? Est-ce qu'on peut vraiment avoir, j'allais dire, une perspective par rapport au fait, parce que nous ne sommes pas gourmands, nous ne demandons pas, il doit y avoir 5 liaisons indirectes aujourd'hui, nous demandons plutôt de rétablir une liaison directe le matin, donc, et une liaison directe le soir. Nous ne demandons pas que toutes les liaisons soient rétablies avec cette étape en général à Vierzon pour cela. Voilà ma question, elle était courte, Monsieur le Président. Merci. Je vais donner la parole à Joshua Hochard. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, l'Union européenne prévoit d'interdire la vente des véhicules thermiques à partir de 2035. Mesure présentée se sens écologique, mais qui risque de bouleverser profondément le quotidien des Français et de fragiliser notre économie. Merci. Pourquoi la France continue-t-elle de soutenir cette directive alors qu'elle ne tient pas compte des réalités de terrain? Dans notre pays, et tout particulièrement dans les territoires comme le Nord, de nombreuses familles dépendent de leurs véhicules pour travailler et se déplacer. Imposer un passage forcé à l'électrique, sans infrastructure adaptée et sans accompagnement, risque d'accentuer les inégalités et de pénaliser les Français les plus modestes. Il faut également rappeler que l'industrie automobile française repose encore largement sur les moteurs thermiques. La fin de leur commercialisation d'ici 2035 pourrait mettre en difficulté des milliers d'emplois et fragiliser des PME locales, souvent prestataires, notamment dans les secteurs de la maintenance, de la logistique et du transport. Une transition précipitée, non anticipée et mal accompagnée serait donc injuste et économiquement dangereuse, surtout qu'on constate que dans certains pays européens commencent à se poser des questions. C'est le cas par exemple de l'Allemagne et de l'Italie, qui hésitent à s'engager pleinement sur cette interdiction stricte. Pourtant, la France, avec l'Espagne, s'apprête à suivre cette directive tête baissée, sans discussion sérieuse sur les impacts pour nos concitoyens et notre industrie. Bien que nous ne contestons pas la nécessité de réduire les émissions et de lutter contre le réchauffement climatique, cette politique responsable doit être progressive, réaliste et équitable. 2 questions, Monsieur le Ministre, face à cette interdiction. Une question politique. Pourquoi la France continue-t-elle de soutenir cette mesure alors que d'autres pays européens commencent à se poser des questions? Et une question financière. Quelles compensations concrètes le gouvernement prévoit-il pour l'industrie automobile et pour les utilisateurs de véhicules thermiques qui devront se conformer à cette directive? Merci. La parole est à Denis Saint-Pé. Merci, Président. Merci, Monsieur le Ministre, de votre présence parmi nous ce matin. J'avais préparé 2 questions, mais comme elles concernent spécifiquement mon département des Pyrénées-Atlantiques, je vais vous les adresser par mail, Monsieur le Ministre. J'espère avoir une réponse relativement rapidement. Et puis, je reste relativement... Voilà, ça y est.
Merci. Je reste relativement optimiste, eu égard à ce que vous nous avez dit, à savoir les grandes lignes du budget de votre ministère en 2026, à savoir régénération des lignes et modernisation des lignes. Merci, Monsieur le ministre. Merci, chers collègues. Et la même question, Jocelyne Antoine la fera par écrit. Voilà, donc c'est parfait. Merci. La parole est à Franck Dersin. Merci, c'est apprécié. Oui, Monsieur le ministre, 4 questions courtes. Rassurez-vous, sur le ferroviaire, en renonçant à demander une dérogation au règlement REACH avant 2011, comme l'ont pourtant fait tous les grands pays ferroviaires européens, l'État a placé des régions dans une situation difficile. Aujourd'hui, des trains contenant de l'amiante dans les parties inaccessibles au public et ne présentant aucun danger pour la santé continuent de circuler sous le giron de la SNCF. L'opérateur historique refuse d'en transférer la propriété aux régions, les empêchant ainsi de lancer des appels d'offres. Les conséquences financières sont considérables, plusieurs centaines de millions d'euros pour les régions, entre autres Hauts-de-France, Grand Est, Auvergne-Rhône-Alpes et Sud. Pour se conformer donc à la réglementation actuelle, il faudrait radier prématurément des rames qui viennent de faire l'objet de rénovations à mi-vie au risque d'un véritable gaspillage d'argent public. Donc, que comptez-vous faire, Monsieur le ministre? Pouvez-vous vous engager à aller à Bruxelles pour solliciter de la Commission européenne une ouverture du délai de dérogation au règlement REACH, seule solution vraiment crédible pour permettre de régler définitivement ce dossier et d'économiser des centaines de millions d'euros d'argent du contribuable? Sur le financement des SERM, priorité fixée par le président de la République ayant fait l'objet d'une loi dédiée il y a 2 ans. À ce stade, aucun budget en dehors des études n'a été prévu pour le développement des SERM. Je note également que sur les 2,5 milliards attendus des concessions autoroutières, 1,5 milliard irait donc directement dans l'escarcelle de SNCF Réseau, 1 milliard d'euros dans le réseau routier via un véhicule restant à définir. Sachant que le groupe SNCF est engagé à financer 500 millions d'euros supplémentaires au fonds de concours, la somme affectée à SNCF Réseau ne devrait plus être que d'1 seul milliard, permettant ainsi de dégager une capacité de financement des SERM à hauteur de 500 millions d'euros par an et autorisant donc les collectivités à activer un mécanisme de levier via de l'emprunt. Monsieur le ministre, pouvez-vous donc nous exposer les sources de financement que vous envisagez du côté de l'État pour abonder le développement des SERM? En combien d'heures? Oui. Bon, par écrit aussi, ce sera plus simple, monsieur le ministre. Et en tant qu'élu local, vous savez très bien que ces projets d'ampleur ne pourront pas se financer uniquement par de la fiscalité locale. Sur l'aérien, vous êtes prononcé contre toute nouvelle hausse de fiscalité, vous l'avez dit, sur l'aérien, dans le cadre du projet de loi de finances, ce dont nous pouvons nous féliciter. Pour mémoire, le secteur a déjà connu la création de la taxe sur les infrastructures de transport de longue durée, la TITLD, en 2024, ainsi que le triplement de la taxe solidarité sur les billets d'avion, la TSBA, en 2025. Les effets de cette fiscalité accrue se sont déjà fait sentir avec un ralentissement du trafic en France par rapport à nos voisins européens. Dans ce contexte, ne pensez-vous pas qu'il conviendrait désormais d'envisager une baisse? Certains se contentent que ça reste comme ça. Moi, je veux envisager une baisse de la fiscalité spécifique pesant sur le transport aérien français, aujourd'hui la plus élevée d'Europe, y compris par rapport à l'Allemagne. À défaut, ne risque-t-on pas d'aggraver le déclassement du pavillon français en termes de souveraineté, d'emploi et d'attractivité et de compromettre sa capacité financière à assurer la décarbonation du secteur? Dernière question sur le maritime. Chaque sujet important, l'aérien, le maritime, le ferroviaire. Non, mais bon, vous avez fait de la lutte contre le dumping social sur la liaison transmanche une de vos priorités. Le dispositif législatif des 2 côtés de la Manche est harmonisé. En France, grâce à la loi Le Gag du 26 juillet 23, au Royaume-Uni, grâce au Seafarers Wages Act, que le pavillon de navire. Respect de salaire minimum à l'endroit des marins embarqués et temps de repos à terre équivalent au temps passé en mer. Donc le 15 septembre dernier, la France et le Royaume-Uni ont décidé de renforcer leur coopération en la matière sur le terrain. Tout n'est pas si simple. Les contrôles opérationnels sont la clé pour enrayer le dumping social. Depuis l'entrée en vigueur de la loi Le GAC, les compagnies de ferry potentiellement concernées ont fait l'objet d'un contrôle en 2024 au premier trimestre 2025. Pouvez-vous nous en dire plus sur l'intensification très attendue de ces contrôles et sur les résultats de ceux déjà effectués? Merci de votre patience, chers collègues. La parole est à Alexandre Basquin. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, Monsieur le Ministre, effectivement, la loi cadre est une avancée. Il faut quand même qu'on puisse le saluer dans l'esprit, même si on verra à terme ce qu'il en sera. Ça fait suite à la conférence Ambition Transport, dont le porté à connaissance fait largement consensus. Le constat est sans appel et c'est pour ça que j'émets un regret, c'est que nous n'arrivons pas à aboutir à une véritable programmation pluriannuelle qui permettrait d'avoir de la visibilité, une trajectoire et surtout de sécuriser et sanctuariser les financements. C'est pourquoi, Monsieur le Ministre, j'aimerais avoir votre avis sur cette question. Est-ce que vous avez déjà envisagé une programmation pluriannuelle et surtout,
Est-ce que des discussions sont engagées avec Bercy? Voilà, merci. Merci pour la brièveté de la question. Je vais donner la parole à Gilbert-Luc Devinaz. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, je voudrais appuyer ce qu'a dit Stéphane Demilly à propos, non pas de la nuisance sonore, mais de la pollution sonore. Et effectivement, réaliser les protections, c'est générer beaucoup d'économies dans le domaine de la santé. Et je pense qu'à un moment, il faut faire les liens. J'avais posé une question à Mathieu Lefèvre, mais son cabinet me dit qu'il vous l'a renvoyé. Où en sommes-nous dans la décarbonation du secteur aérien au service de la transition écologique, et notamment pour atteindre d'ici 2050 le 50-50. Après, sur Lyon-Turin, alors ce n'est pas tout à fait une question locale parce que Lyon-Turin est une mauvaise appellation puisque c'est le barreau qui manque pour rejoindre le sud de l'Europe à l'est de l'Europe par le fer. Où on en est dans les financements côté français de l'accès au tunnel? Est-ce qu'ils sont réalisés? Est-ce que ça avance? Et quelle est la logique, puisque en même temps, on envisage de rénover Modane-Dijon? Quelle est la logique entre ces deux projets, réaliser les accès au tunnel et rénover Modane-Dijon? Est-ce que c'est complémentaire ou contradictoire? Enfin, il y a un autre projet sur l'agglomération lyonnaise, mais qui touche l'Ain, l'Isère, le Rhône, la métropole de Lyon, c'est le CEFAL, le contournement ferroviaire de l'agglomération lyonnaise. Où on en est dans ce projet? Et est-ce que le passage au sud de l'agglomération lyonnaise est tranché? Je pense qu'avec mon collègue Paul Vidal, il y a deux façons de le voir. Soit on passe dans la vallée de l'Ozon, c'est-à-dire entre Vienne et l'agglomération lyonnaise, soit on passe au sud de Vienne, le long de la ligne à grande vitesse. Et je pense qu'on est quelques sénateurs à être plutôt favorables à cette perspective. Merci. La parole est à Jacques Fernic. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, cher Philippe, je note d'abord que nos collègues députés, pour le même exercice, qui ont été beaucoup moins nombreux, ont eu beaucoup plus de temps pour approfondir avec vous. Donc d'abord... Monsieur le ministre, obtenez-nous ces quelques... c'est toi qui fais courir les bruits qu'on préfère les députés au Sénat. Non, donc il faut montrer... Il faut rétablir les choses. Et donc obtenez-nous déjà ces quelques 5 millions pour maintenir notre seule desserte internationale de train de nuit. Paris, Berlin et Vienne via Strasbourg. Alors je sais, les travaux de nuit entraînent des perturbations. Je sais, cette ligne est plus coûteuse que les lignes intérieures. Je fais déjà votre réponse. Merci. Mais non, ce n'est pas tout à fait la faute des Allemands qui, eux, assurent des péages ferroviaires de nuit réduits, contrairement aux nôtres. Donc, comme pour le fret ferroviaire, où l'effort a été fait, il faut là de la détermination politique. Ce serait le signal fort, et il n'est pas très coûteux, que la France veut se connecter au réseau européen des trains de nuit. Je crois qu'on ne peut pas assumer le contraire. Donc, sur le PLF, rapidement... Assurément, l'ambition France Transport a permis à ce que notre scénario de transition, de planification écologique des transports ne soit pas lourdement compromis par ce PLF. Il y a des jalons intéressants, vous l'avez dit, matériel roulant pour les trains de nuit pour 2030, engagement pour le fret ferroviaire. Les bases pour la régénération du réseau, on est à 3,2 milliards. La trajectoire devrait nous conduire à 4,5 milliards à partir de 28. C'est à notre portée, mais il faudra encore là beaucoup de ténacité, d'exigence, de programmation robuste et que les fléchages des sommes prises au transport vers les modes vertueux s'opèrent et puis que les autres opérateurs concourent de façon à rééquilibrer les conditions de concurrence avec la SNCF. Pour autant, ces signaux ne constituent pas une dynamique assez cohérente. On a parlé, donc Hervé Gillet, pour l'électromobilité, l'acquisition des véhicules propres. J'y rajoute les mobilités solidaires, je pense à une loi qui m'est chère. On reste dans un recul funeste que ne compense ni le succès contenu du leasing social, ni les promesses vagues de certificats d'économie d'énergie. Le plan vélo, Hervé Gillet l'a évoqué. Alors, si les bonnes propositions du rapport Barre se concrétisent, c'est très bien, mais on reste dans la dynamique brisée en 2024, et c'est le rural et le périurbain qui en souffrent d'abord. Et enfin, sur les mobilités du quotidien en général, j'espère, comme vous le dites, si le temps politique vous le permet, que la loi cadre et la loi de programmation annoncée permettra de fortifier des trajectoires fiables de financement et de mise en œuvre des SERM, car sur cette ambition des SERM, qui aurait dû être un plat de résistance de la conférence, c'est ce que voulait le Sénat, nous n'avons encore qu'un hors-d'œuvre bien léger.
Merci. Je vais donner la parole à Éric Gold. Merci, Président. Monsieur le ministre, comme mon collègue de l'Allier l'a abordé, je vais enfoncer le clou en parlant de la fiabilité des lignes intercités et notamment de celle du Paris-Clermont, ligne qui fait régulièrement la une des médias et toujours pour des retards importants ou à répétition. On en connaît les causes, manque d'entretien, matériel obsolète ou phénomène extérieur. On connaît aussi les annonces faites depuis plusieurs années pour que cette ligne intercité soit remise à niveau et avec un nouveau matériel. Alors aujourd'hui, Monsieur le ministre, à l'heure des réductions de budget et de la recherche de sources d'économie, pouvez-vous nous confirmer les montants dédiés à cette ligne et le calendrier qui permettra enfin à cette ligne de jouer pleinement son rôle d'aménagement du territoire? Merci. Merci. Je remercie Jean-Yves Roux qui va poser sa question par mail au ministre. Je donne la parole à Anna Desjavet. Non, mais pourtant, j'ai fait beaucoup là pour son département. C'est dommage. Celle-là, je la voulais. Hein. Celle-là, je la voulais. Hein. Le Marseille-Briançon à fond et on s'arrête par les Alpes de Haute-Provence. T'inquiète pas. Hein. La gare de Manosque et tout ça, c'est bon. Hein. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Je ne reviendrai pas sur tout. La première question, c'est, je sais que vous n'avez pas de boule de cristal, mais sauriez-vous me dire à quel moment sera inscrite la loi sur les sociétés portuaires à l'Assemblée nationale? Franck Dersin a parlé du dumping social en transmanche. Des contrôles ont été effectués. Les résultats seront-ils bientôt publiés? Les trains de nuit européens ont également été abordés, donc j'aimerais avoir votre éclairage. Et puis, ma dernière question était une question plus locale concernant le Brest-Ouessant, donc je vous ferai un mail. Je vous remercie. Merci. Je vais donner la parole à Cédric Chevalier et puis après, pour conclure, Didier Mandelli. Et je ne pourrai pas donner la parole aux autres. Par contre, ce que je m'engage, c'est de voir avec le ministre pour qu'il revienne. Hein, et j'ai pu quand même essayer que tous les groupes s'expriment. Voilà. Oui, alors, merci, Monsieur le Président. Moi, je vais faire très rapide, Monsieur le Ministre. Je vous poserai mes questions lorsque vous viendrez, j'en suis sûr, dans la Marne pour visiter la plateforme aéroportuaire de Vatry et voir le rôle de ce type d'infrastructure dans l'aménagement du territoire et le développement durable pour la France. Et puis, bien évidemment, de profiter aussi de visiter la station relais de recharge électrique pour poids lourds, puisque ça rentre carrément dans la stratégie en matière de transition énergétique du transport routier. Vous étiez invité. Voilà, on vous attend. Je vous poserai ces questions à ce moment-là. Merci. Alors, dans la Marne et à Reims, le ministre ne peut y aller qu'avec le président de la commission. La parole est à Didier Mandelli. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, cher Philippe, si vous le permettez. Moi, j'avais une question sur le fléchage des ETS vers la décarbonation maritime, et vous y avez déjà répondu. Mais je voudrais profiter de cette prise de parole pour signaler et souligner non pas le fond de la conférence Ambition France Transport, s'il vous plaît, parce qu'on a eu l'occasion le 22 octobre dernier de recevoir Dominique Bussereau, donc on a évidemment parlé du fond, mais je voulais insister sur la méthode qui devrait ou qui pourrait inspirer un certain nombre d'autres ministres ou ministères. C'est sans doute votre fibre sénatoriale qui a fait que en 3 mois, 60 entre guillemets experts, élus, acteurs des transports, de la mobilité, et pu travailler sur un projet qui débouche aujourd'hui dans des temps relativement courts sur une loi cadre. Et donc je voudrais, à l'époque où notre pays manque de visibilité, manque de lisibilité, souligner cette méthode. Et je pense que si elle était appliquée à l'ensemble des sujets qui concernent nos concitoyens, nous n'en serions sans doute pas dans cette situation. Nous avons besoin de clarté, de vision à moyen et long terme. Et vraiment, j'insiste sur, pour y avoir participé avec des collègues qui sont dans cette commission également, Olivier et Franck, j'insiste sur la qualité, en tout cas, de cette méthode. Merci. Je donne la parole au ministre. Merci, Monsieur le Sénateur Mandelli, pour vos paroles qui me touchent tout particulièrement et pour votre participation si active pendant cette conférence. Un petit mot vraiment à tous les collègues qui n'ont pas pu s'exprimer. J'en suis désolé. Je vous promets de revenir. Vous venez quand vous voulez me voir au ministère. Voilà, il n'y a pas entre nous pas de sujet. Et vraiment, je suis désolé de partir aussi vite, mais c'était pas prévu et la réunion a été fixée hier soir tard. Sinon, je vous aurais proposé de venir plus tôt pour qu'on ait le temps nécessaire. Et ne croyez pas que
parce que j'ai consacré 2h15 à nos amis députés, que je ne voulais pas passer encore plus de temps avec vous. Et j'aurais même surtout apprécié boire un coup avec vous après. Voilà. Et ça, c'était la base quand même. Bruno Rejouan. Bruno, te dire que j'ai bien entendu, alors bon, je ne reviens pas sur, et je répondrai à la question d'Éric là-dessus, mais je sais qu'il y a un sujet dont on a souvent parlé, c'est la desserte de Montluçon. Tu connais le sujet mieux que personne. Alors moi, ce que j'ai comme élément, bien sûr, c'est qu'il y a Vierzon, il y a Bourges, il y a les correspondances et tout ça, mais ta demande, c'est pas celle-là, c'est la demande d'une desserte directe. Alors c'est compliqué parce qu'on a des TER qui sont concernés, ceux de la région Auvergne-Rhône-Alpes et celles de Centre-Val de Loire. Moi, ce que je te propose au niveau de l'offre de transport voyageurs, on s'est dit hier, puisqu'on a pris le TER pour aller à Orléans, oui, Orléans, avec le président Castex, de remettre à plat les dessertes sur nos territoires. Je sais qu'il a pris un certain nombre d'engagements auprès de vous et je peux te dire qu'on abordera la question des dessertes du territoire, des plans de transport et bien sûr du Paris-Montluçon et je veillerai, mais c'est un homme de parole, à ce que les engagements qui ont été pris devant vous lors de son audition puissent être tenus. J'imagine qu'il vous avait dit qu'il veut faire plus de trains et mieux de trains. Je ferai tout pour l'accompagner à ce niveau-là et on travaillera intelligemment ensemble. Pour le sénateur Auchard, c'est un débat, je crois, qui a occupé le Parlement européen ou la Commission européenne cette nuit même. Et notamment, vous êtes bien informé, je pense que vous avez des ramifications en Italie auprès du gouvernement, puisque les Italiens ont porté la position que vous avez portée ce matin. Moi, ce que je voudrais dire, oui, les choses bougent un petit peu au niveau européen, très probablement. Je me suis entretenu avec le commissaire européen Tsitsi Costa sur ces choses, mais je ne veux pas qu'on fasse et qu'on donne l'impression qu'on est dans une impasse totale sur la question de l'électrique dans notre pays et des véhicules électriques. Je vais vous donner un chiffre, 41 500. Ce chiffre, c'est le nombre de véhicules électriques qui ont été écoulés en France dans les 30 premiers jours depuis la relance du dispositif du leasing social. Je ne crois pas que les Français sont contre l'électrique. Il y a une question de coût avant tout. Et au contraire, l'électrique a, à mon avis, de l'avenir dans ce pays, bien sûr. Il faut accompagner la filière le plus possible et peut-être le faire de manière plus intelligente que ce qui est fait. Mais en tout cas, vous dire qu'une politique, là aussi, tout à l'heure, un d'entre vous a utilisé... c'était Hervé Gillet, la politique de stop and go. Là aussi, je pense que les filières se sont organisées avec cet objectif de 2035 et qu'on ne peut pas, sans poser un certain nombre de difficultés à ces filières qui sont déjà dans des situations compliquées, laisser planer le doute qu'on pourrait revenir sur ces objectifs qui ont été fixés. En tout cas, on le fera bien sûr en entente avec nos partenaires européen, mais moi ce que je veux dire c'est que voilà, ne tombons pas dans le piège de dire que l'électrique n'a aucun avenir, qu'il faut absolument revenir sur ces obligations parce que l'électrique, quand il est dans un coût raisonnable, quand il y a les recharges nécessaires et notre pays est en train enfin de rattraper le retard sur ces sujets grâce aux dispositions qu'on a prises notamment à l'époque dans la loi climat et résilience, je pense qu'on peut y arriver. Franck Dersin, je partage totalement ta position sur la question des rames amiantées. Tu sais pourquoi, puisque tu l'as dit, il y a ta région des Hauts-de-France qui est concernée, il y a Auvergne-Rhône-Alpes et il y a Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc c'est un sujet que je connais depuis un certain nombre d'années et l'incapacité de mettre en concurrence les services ferroviaires concernés, ce qui complexifie aussi dans nos appels d'offres la mise en concurrence. J'ai des échanges qui ont été engagés à Bruxelles avec la DG Move, qui a réaffirmé, alors à la fois c'est la mauvaise nouvelle, l'impossibilité d'accorder de nouvelles dérogations, toutefois, je voulais te le dire, elle s'est déclarée ouverte à des solutions qui soient alternatives à condition que des analyses techniques et des évaluations de risques exhaustives lui soient transmises. Donc on a deux pistes sur lesquelles je te propose de travailler avec ton président de région et avec le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur
probablement la plus... Ah non, c'est pas la plus... Non, une des plus belles régions de France. Allez, ça va. Ça va. Vous dire, oui, tu m'as posé la question sur les Serm. Les Serm, je pense que la première des choses, c'était de vous montrer qu'on veut y aller, que l'État veut y aller, en prenant en charge 100% de la préfiguration de ces Serm. Alors certes, c'est 34 millions d'euros, c'est pas les 20 milliards peut-être probablement des Serm à terme, mais c'est déjà un point important. Il y a les CPER aussi qui vont permettre de participer à peu près 1 milliard de l'argent de l'État déjà sur ces CPER. On a à partir de 32, tu l'as dit, ces concessions autoroutières. D'ici là, on a un bridge à faire entre 28 et 32. Je peux vous dire qu'on y travaille très fortement. On a pris l'engagement auprès de SNCF Réseau qu'on va monter à 4,5 milliards le niveau de travaux, ce qui veut dire qu'on doit avancer. Il y a des volets aussi territoires sur les contrats de plan qui ne sont peut-être pas suffisamment utilisés, où on peut mettre des actions des Serm. Les grands projets structurants dans certaines régions, comme le tien avec le canal, comme LNPCA chez moi, ne font pas partie aussi de ces financements et vont venir en plus. Donc, il y a la possibilité, avec des financements privés, avec des financements publics, avec la Caisse des dépôts, de pouvoir passer cette période un petit peu compliquée de 28 à 32 et qui sera réglée après 32 si on vote la loi cadre pour pouvoir permettre ensuite de pérenniser, de flécher les recettes des autoroutes vers nos infrastructures et particulièrement vers les projets de Serm. Sur l'aérien, je fais le même constat que toi. Je l'ai dit, no more taxes, read my lips. Comme l'avait dit un ancien président américain, ce serait trop dommageable pour le secteur qui a connu deux taxes en 2 ans, comme ça a été très justement dit par monsieur le sénateur rapporteur. L'aérien, je l'ai dit. Oui, la question du dumping social, là aussi, je vais l'aborder en 30 secondes. C'est un dossier très, très important. Loi Le Gac qui a beaucoup apporté, mais quand je suis arrivé, pas d'application de la loi Le Gac, 0 contrôle. Depuis que je suis là, 5 contrôles. Voilà, donc je m'y étais engagé, on les a tenus, des contrôles pour des étrangers, des contrôles pour des compagnies françaises. Bon, qui étaient les premières à demander à ce qu'on contrôle les étrangers. Et quand ça revient vers elles, elles sont un peu déstabilisées. Mais je crois que les contrôles se sont passés dans les meilleures conditions possibles. Et je pense maintenant que cela va beaucoup nous aider. Nous avons, avec ma collègue ministre des Transports anglaise, en septembre dernier, signé une déclaration conjointe qui va dans ce sens. On va travailler ensemble sur la question de durée de travail, les congés payés, le salaire minimal, la sécurité, la santé au travail. On est sur ce sujet. Sénateur Basquin, très bonne question. Bien sûr que ma demande initiale, c'était une loi de programmation, mais ce que j'ai pu obtenir dans notre bataille, entre guillemets, avec Bercy, c'est de demander d'abord au Conseil d'orientation des infrastructures de travailler pour évaluer et faire une revue des grands projets. Je sais que c'était une de vos questions, sénateur Martin, potentiel. Je ne sais pas pourquoi, mais je sentais que vous alliez me parler du contournement de Rouen. Je me dis que le COI, avant la fin de l'année, va nous rendre ses préconisations sur ces sujets. Ensuite, on fait la loi cadre. Et dans la loi cadre, avec votre soutien, je souhaite qu'on puisse mettre en obligation d'avoir une loi de programmation pluriannuelle ensuite, tous les 5 ans sur les transports. Donc, première étape, loi cadre, et la loi cadre va dire qu'il y a la loi de programmation. Entre-temps, le COI nous aura fait un état des projets d'infrastructures indispensables à notre pays et ceux qui le sont un petit peu moins dans le temps et qu'on peut étaler ou qu'on peut totalement arrêter si l'intérêt n'est plus le même qu'il y a une dizaine d'années peut-être. Gilbert Devinaz, je le redis, je ne sais plus si Guillaume est encore là. Chevrolier, je vous attends au ministère pour que vous puissiez me présenter votre rapport sur le bruit. Je sais qu'il y a un bon boulot qui a été fait. Guillaume m'en a déjà parlé. Je vous attends tous les deux pour me le proposer. Deuxièmement, je ne vais pas revenir totalement sur le Lyon-Turin, mais je peux simplement rappeler que
c'est peut-être pas le bon ordre, je reconnais, mais en tout cas, d'abord, on modernise la ligne existante, on fait les travaux qui avancent très bien là-dessus, et on réalise ensuite les accès les plus capacitaires possibles. Tu sais que les études sont déjà engagées et qu'on a pu, autour de ces études, mettre tous les partenaires pour pouvoir financer ces études. C'est déjà une bonne chose. Après, le financement des voies d'accès est un autre sujet. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est que le tunnel avance plutôt très bien. Concernant le CFAL, avec Paul, là aussi un sujet que vous suivez avec beaucoup d'attention. Je connais les différents choix de scénarii. J'ai bien compris celui que vous souhaitiez. Il y a un COPIL qui est animé, qui va être réuni dans les jours qui viennent par la préfète de région. Je lui demanderai bien sûr d'inviter les financeurs, c'est bien la moindre des choses, mais également les parlementaires pour que vous puissiez donner votre avis, même si vous ne financez pas. Je sais que vous êtes particulièrement bon connaisseur du territoire et de ce qu'attendent les élus et de choisir le sujet le plus pertinent possible. Gilbert, encore sur les carburants durables, oui, ils sont centraux. Enjeu industriel considérable. Si l'an dernier, on a poussé avec toi, avec Capot, Canelas, différents amendements sur les SAF, ça a du sens et je souhaite qu'on puisse continuer à travailler avec la DGEC et toutes les administrations et la DGAC pour donner les moyens de développer cette filière française. Ça rejoint aussi la question du Corac. Jacques, les trains de nuit. Je vous l'ai dit dans mon propos liminaire, on a, et soyez-en fiers parce que c'est le travail qu'on a fait pendant des années, on développe les trains de nuit dans notre pays comme peu de pays le font aujourd'hui. Alors, il y a l'Autriche qui est l'exemple absolu, mais on se retrouve avec des liaisons qui étaient mortes. Moi, je me souviens d'un ministre, pardon, messieurs, qui s'appelait Vidalis, un de mes prédécesseurs, qui m'avait dit « les trains de nuit, c'est fini, c'est trop coûteux ». Et il y a eu un Premier ministre qui s'appelait Jean Castex qui a dit « on relance ça ». Ça a été relancé en France. Je vous rappelle qu'il y a 5 liaisons. On va moderniser qui sont bien fréquentés en termes de... Enfin, voilà, il y a 70% environ de fréquentation et pourtant dans des conditions, pour avoir pris récemment le Paris-Briançon, bon, alors tout le monde ne fait pas 105 kilos, mais voilà, on sait qu'on a besoin de nouveaux matériels. Ce qui est important dans ce budget, c'est de pouvoir voter plus d'1 milliard pour ce matériel, pour qu'il arrive avant 2030 sur ces différentes lignes et continuer la fréquence. Alors, je sais que vous allez mettre le doigt sur le Paris-Vienne-Berlin. Vous l'avez fait un certain nombre d'entre vous. Je comprends bien sûr plus particulièrement les élus alsaciens qui, ou en tout cas, il y a d'autres élus aussi, mais qui sont particulièrement concernés. Moi, j'ai voulu privilégier les destinations françaises. Je me suis dit aussi que autant le train de nuit en France est un moyen de transport pour certaines personnes, pas uniquement touristiques, mais des personnes qui ont soit la phobie de l'avion, soit n'ont pas de dessert d'avion. Et pour eux, c'est pratique de pouvoir commencer une journée à Paris après avoir passé une nuit dans le train. Par contre, l'idée que le contribuable français finance à hauteur de 85 €, notamment les week-ends de jeunes gens à Berlin, c'est génial, hein, c'est super, ces jeunes qui vont s'amuser à Berlin, c'est la clientèle principale, il n'y a pas que ça, mais principale. Ceux qui vont travailler à Berlin prennent le train de jour, le Paris-Berlin, qui est une desserte qui fonctionne très bien. Je trouve que c'est peut-être pas le meilleur usage de l'argent du contribuable. C'est la raison pour laquelle j'ai échangé avec mon collègue allemand qui m'a dit l'Allemagne ne financera pas comme vous le faites. J'ai voulu partager un peu la facture. De plus, comme il y a de gros travaux d'infrastructure en Allemagne, la situation est assez dégradée et on n'a pas pu augmenter la fréquence, donc c'est que 3 jours par semaine. Par contre, je te dis, si demain,
il y a un autre opérateur que la SNCF qui est prête à opérer sans demander aux contribuables français de financer cette ligne et qui souhaite la faire, il est le bienvenu. Moi, si demain ce train peut repartir, j'en serais ravi, mais je pense que ce n'est pas aux contribuables de le financer exclusivement français et pas que l'Allemagne prenne sa part. Et je trouve que le niveau de contribution, qui est de 20 € plus important que pour la France, est un peu excessif. Voilà ma position sur ce sujet. Tu m'as parlé d'autre chose probablement. Qu'est-ce que c'était pour le sénateur Fernie? Voilà, le plan vélo, j'ai répondu à Hervé là-dessus. Je souhaite mettre en place le rapport Barbe. Je souhaite être transparent, savoir si le fonds vert est une bonne réponse, si les 50 millions ont été utilisés ou non. De ne pas réduire à néant les investissements sur le vélo. Par contre, l'effort qui a été fait pendant ces dernières années, on ne pourra pas le maintenir, à mon avis, à son niveau. Préconisation du rapport Barbe, 20 préconisations, une à une. Je vais essayer de les mettre en place. Et le CERM, je te l'ai dit, j'ai répondu à Franck là-dessus. Préfiguration, on prend en charge totalement. Ensuite, à travers les différents outils qu'on a et à travers notamment, à partir de 32, les financements pérennes, on fait la revue des projets dans le COI et on avance sur le CERM avec, le cas échéant, une fiscalité dédiée. S'il y a une montée en puissance du VMRRR, ça pourra bien sûr aider. Éric Gold, sur le Paris-Clermont, j'ai dit dans mon propos liminaire, tu l'as bien entendu, et avant le train de la colère, qu'on était avec la ligne POLT sur le Paris-Clermont, sur un des deux plus gros chantiers. On s'est dit avec Jean Castex également dans ce TER qui nous a amené à Orléans hier, qu'on viendrait tenir ensemble les comités de ligne, que ce soit à Clermont comme je l'ai déjà fait et à Limoges comme on doit le faire ensemble, pour avancer sur cette rénovation. Le dernier calendrier que j'ai donné est tenu, et puis ce qui doit être tenu, et j'ai pas de souci pour l'instant à ce niveau-là, j'espère que ça va continuer. J'ai été visiter aux rencontres hier l'équipe de CAF et qui m'a confirmé l'arrivée des rames oxygène en 2027, ce qui sera un grand plus en dehors des travaux d'infrastructure que nous sommes en train de faire. Mais ce qui me fait plaisir quelque part, c'est qu'hier je vais à Orléans et qu'on se plaint des travaux qui sont réalisés. Ça veut dire que les travaux sont en cours et on dit, bon, il n'y a pas de train de substitution suffisamment tôt, il faudrait un train supplémentaire. Bon, ben, la confirmation de tout ça, il faut régler le problème sur ce qui se passe autour d'Orléans aujourd'hui, mais c'est que les travaux sont en cours et c'est tant mieux. J'ai Nadège. Nadège, ma collaboratrice ne voulait pas que je te réponde. Je ne comprends pas pourquoi. Ta question, c'était, rappelle-moi. Oui, PPL Société Portuaire. En raison des contraintes d'agenda de l'Assemblée, nous n'avons pas encore de visibilité sur la date d'inscription. Je ne manquerai pas de vous tenir informé dès que nous aurons des précisions. Donc ça, tu vois, c'est la réponse vraiment. Mais j'en reparle au MRP. Et puis tu as quelques connaissances également au niveau du MRP et du gouvernement. Moi, je veux qu'elle avance cette PPL. Elle a du sens. Elle va beaucoup nous aider voilà, au niveau de la réorganisation des choses. Et je pense également au niveau plus largement de la réorganisation portuaire à travers la loi de décentralisation. Je pense qu'on ne peut pas ne pas mettre ce sujet qui paraît indispensable. On ne peut pas avoir des ports totalement à deux vitesses dans le pays, entre les grands ports nationaux qui ont un certain nombre d'investissements et d'autres ports que se partagent soit les régions, soit les métropoles, avec des investissements qui sont quelquefois peut-être pas à la hauteur. Il faut qu'on revoie à la fois la gouvernance de ces sociétés portuaires, mais également qui est compétent en matière de port. Quand on voit ce qui se fait à l'étranger, il faut vraiment qu'on puisse au niveau national redonner tout leur éclat à nos ports, puisque nous sommes un pays qui a une belle histoire au niveau de ses ports, et encore faut-il
pouvoir les remettre et investir et qu'on puisse redevenir une grande puissance maritime comme on l'a été. Ça me permet de faire l'enchaînement sur votre audition de cet après-midi avec mon collègue ministre de la Mer. Voilà, Président. Merci, Monsieur le Ministre. J'assume totalement le fait que je n'ai pas pu donner la parole à tout le monde. Je l'assume. Et ceux qui en veulent à quelqu'un, ce sera à moi et à personne d'autre. Je suis là pour ça, pour prendre les coups. Je vous informe que je vais essayer avec le ministre de programmer une temps consacré.